Et après ce sentier côtier, nous retournons donc, nous retrouvons enfin la grotte de Marie-Madeleine. À nouveau. Avec un timing serré puisque moi je profite pour aller en bas, donc je dirais au sanctuaire des enfants morts, pour y déposer, on va dire, une intention pour les enfants de ma famille qui sont morts-nés, ou j'ai eu une perte intra-utérine gémellaire, donc ça m'a permis de nettoyer ça. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que j'étais plus dans un rôle d'accompagnant, mais que j'étais pas là pour rien. C'est là que j'ai commencé mon chemin personnel de guérison, et que je me suis dit, je suis pas venu là que pour soigner ou guérir ou transmuter, on dira le nom qu'on veut. Accompagner Sheila, j'étais aussi là pour m'accompagner moi et ma partie féminine, certes, mais aussi, on en parlera plus tard, dans l'énergétique, comme le montre la statue à l'entrée de la grotte. Je venais aussi soigner l'archétype de Jésus. Et ce qui va m'arriver le lendemain me confirmera. Donc on arrive à cette grotte. Toi, tu vas à un endroit précis. Bon, j'arrive dans la grotte, mais ce qui me frappe avant d'arriver, c'est que j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Et quand on est en train de monter les escaliers, je vois une dame avec des graines, des noix d'acajou, des trucs. Et je sais qu'en fait, cette personne, elle est là pour me donner à manger. Sauf que je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais j'entends très fortement à l'intérieur de moi, cette personne, elle est là pour me donner à manger de ça. Et là, j'entends toi qui dis, ça c'est pour toi. Et c'est toi qui fais les mouvements pour que ça se passe. Oui, parce que tu étais dans un état de fatigue intense. Et c'était pour, dans mon ressenti, c'était ce qui allait te permettre d'aller jusqu'au bout. Donc ça me frappe et je me dis, mais jusqu'à quel point l'univers peut être au petit soin. Je vois la grandeur et la puissance et l'amour de l'univers, en fait, à ce moment-là, dans 3 graines d'acajou. Je me suis dit, mais même à ce point-là, l'univers, il prend soin de moi. Je suis émerveillée. Et je rentre dans la grotte et je sais qu'aujourd'hui, je suis prête. Je vais aller voir les reliques. J'ai pas de doute, je suis sereine. Il y avait quelqu'un déjà qui était là, je savais que j'avais besoin d'être seule. Et quand la personne elle part, je monte et je m'assois. J'ai une petite conversation avec moi-même que je vais garder pour moi. Et quand je sens que c'est le moment, je descends et je sais clairement, en fait, parce qu'il y a 2 escaliers. Il y a un escalier de chaque côté. Et c'est clair pour moi qu'il faut que je descende. Je ne peux pas descendre pour la même escalier que je suis montée. Je savais que dans l'inconscient, c'était symbolique. Il fallait que je descende par l'autre escalier. Et je savais qu'en faisant ça, je laissais une partie de moi derrière à nouveau. Pour quelqu'un qui n'aime pas les rituels, finalement, tu aimes bien les symboliques. Quelle différence tu fais entre symbolique et rituel? Le rituel, c'est quelque chose qui est mécanique, que tu fais tout le temps et qu'au bout d'un moment, on perd son sens. Et quelque chose de symbolique, c'est dans l'instant. C'est pas forcément quelque chose qui va se répéter. Tu dirais que faire l'amour, c'est symbolique ou rituel? On ne fait jamais l'amour de la même façon. On en reparlera. Dans la vision de... Il semblerait qu'on fait toujours la même chose, mais c'est pas vrai. Dans mon expérience directe, c'est pas ça. C'est toujours différent. D'accord. Donc pendant que tu fais ce rituel symbolique, ce symbole, comment tu vas l'appeler,
J'ai fait juste, j'ai une compréhension de que ça, il fallait que je fasse comme ça. Moi, je suis allé faire le plein d'eau de source de la grotte, puisque dans la grotte, il y a une source d'eau. Alors, j'ai appris auprès des moines que c'était bien de l'eau qui passe uniquement dans la grotte. Donc, je prends 2 bouteilles d'eau et que je redescends, puisqu'après, nous redescendons en courant, puisque, en fait, se trouve qu'il y a des horaires très précis à respecter. Les moines sont très pointilleux sur les horaires. Quand le repas est servi à 12h45, il est servi à 12h45. Généralement, tout le monde est assis à 12h45. Et nous partons à 12h45 de la grotte en courant. Et nous arrivons à 13h, essoufflés et contents. Nous nous asseyons aux 2 places restantes sur la table. Et là, donc un moine assez, je dirais, pragmatique et organisé nous demande de nous asseoir en diagonale, en quinconce, je dirais, sur une table. Je me retrouve en face d'un moine et toi tu te retrouves en face, on le saura après, du compagnon de Laurence, l'écrivaine. Moi je suis donc à sa gauche. Et en face de moi, donc j'arrive essoufflé en disant qu'on est en retard puisqu'on arrivait de la grotte et qu'on s'était perdu en passant par la grotte aux œufs. Et là, le moine, d'un ton fermé et affirmé, me dit « Je ne connais qu'une grotte, c'est celle de Marie-Madeleine ». Et quand il me dit ça, ça me percute. Je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe avec cette grotte ?» Cette fameuse grotte où on s'était imaginé voir un vagin, voir, on va dire, des formes féminines. Comment cette grotte vient impacter notre week-end? Comment cette grotte vient résonner avec la religion? Comment cette grotte vient impacter avec la conférence? Je me suis dit, waouh, ce moment, je me rappelle précisément l'énergie de ce moment et c'est très fort, très puissant pour moi. C'est comme si on avait planté un jalon, voilà, ok, et qu'on pouvait passer à l'étape d'après. Même si alors il n'y avait pas d'ambiguïté dans son message, pas d'animosité, il parlait de lui, mais clairement il m'a fait comprendre que, en gros, je ne devais pas discuter de ça à table. C'était clair, il fallait que je passe à un autre sujet. Du coup, je me suis tourné, puisqu'on ne s'est plus parlé alors qu'il était en face. Si, il y a juste un moment, on lui a demandé si les frères dominicains étaient passés par la République dominicaine, mais en tout cas, après, on s'est tourné vers notre voisin, charmant. Je faisais plutôt penser à l'archange Michael ou quelqu'un qui venait comme un guide, qui avait 78 ans et qui était là, qui nous a appris qu'il accompagnait Laurence de la Baume. Et moi je suis parti donc en discussion avec lui, pendant que toi tu discutais avec ta voisine de choses diverses, vaccins, anti-vaccins et eau potable, non potable, bref. Ouais. Des sujets, je dirais, sans fin ouais. Et sans queue ni tête. Bref, des sujets voués à tourner en rond. Et pendant ce temps, moi, je partageais, pendant que tu supportais ces moments-là, moi, j'étais dans la bienveillance et l'empathie avec mon voisin. Et après, donc, il s'est passé un jeu un triangle, où tu es en fait rentré dans la conversation et je t'ai présenté comme chaman. À mon temps mort, comment tu avais dit? J'ai dit qu'à temps perdu, tu étais chaman. Mais j'ai senti, j'étais pas en face de lui, mais j'ai certainement senti une lumière s'allumer dans son regard. Mais j'étais pas en face pour le voir. Et d'ailleurs, il a vu dans ton regard une lumière aussi. Et on reviendra tout à l'heure sur cette notion de lumière, puisque dans la conférence du matin, il y a quelque chose qui m'a... En fait, j'ai pris quelques notes. Quelque chose qui m'a sidéré dans le quantique. C'est quand une particule passe de l'état d'excité à désexcité, donc je dirais plutôt d'un état avec énergétique à un état neutre, cette particule, elle émet un photon, donc une particule de lumière. Et ce qui m'est venu, c'est que le quantique, il y avait, voilà, on parle de lumière, des émissions de lumière. Ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est que
il y avait un lien puissant entre la lumière et le quantique. Lien que je n'ai pas fini d'explorer, mais voilà, je laisse en suspens dans la conversation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, quand tu es arrivé, et par rapport à ce qui s'est passé avant, comment tu arrives à ce moment-là dans la conversation? Avec les papis, c'est ça? Bah, en fait, je suis pas arrivée des francs dans la conversation parce que on, je m'immisçais de temps en temps dans votre conversation, je faisais 3 phrases et après, voilà. Je pense que c'est surtout lui qui m'a posé des questions sur comment ça se fait que j'étais chaman et tout ça. Je lui ai expliqué plus ou moins mon histoire par rapport à ça. Et après, il me posait des questions d'ordre personnel, comment je suis arrivée en France et tout ça. Et moi, ce qui m'avait frappé dans cet échange, c'était la façon à laquelle il me regardait. Ce qui me regardait avec beaucoup de joie et comme un enfant curieux et en même temps joyeux, en même temps il y avait un petit côté j'ai les mots mais j'y arrive pas à l'exprimer. C'est en lien avec ça, mais c'est pas ces mots-là. Tu sais, un peu comme les... Farceur. Non. Taquin. Un petit côté taquin, ouais, comme c'est une expression qu'on utilise beaucoup pour parler des faits et tout ça, dans leur côté un peu... Oui, je vois Mais j'arrive pas à trouver les mots. Oui. Farceur. Non, c'est pas farceur, c'est... Bon, c'est pas grave, ça vient de là. Et à un moment donné, je me regardais avec amusement, en fait. Je lui dis, mais ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, bah, je te regarde. Je lui dis, ça te fait du bien? Il m'a dit, oui, ça me fait du bien de te regarder. Je lui dis, bah, profite. J'ai trouvé ça beau. Et en plus, il était sincère, quoi. Tu vois, c'était doux. Et on commence à parler. Après, je lui dis, en fait, je voudrais parler avec Laurence, comme c'est ton amie. J'ai envie de parler avec elle parce que j'ai ressenti à ce moment-là, je savais déjà que j'étais chamane parce que Denis m'avait présenté comme ça. Et chose qui fait, c'est la première fois que tu fais ça, hein, je pense. Et il me dit, bah, t'inquiète pas, je te la présenterai tout à l'heure. Et on continue à parler, et à un moment donné, il s'élève, il me dit, maintenant c'est le moment, je vais te la présenter. Il s'élève, il va la chercher, et j'échange avec elle, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et elle me dit, tout à l'heure, après la réunion, bon, là, elle me donne une carte. Je lui envoie un SMS pour qu'elle ait mon numéro, et elle me dit, tout à l'heure, après la réunion, on peut échanger à nouveau. Parce qu'il y avait... la conférence après les prêtres qui allaient parler, elle allait rester jusqu'à la fin parce qu'elle allait présenter ses livres. Et il y avait une session, une table ronde en fait, des questions-réponses. Voilà ce qui me vient de ça. T'es dans quel état à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, j'ai la sensation d'être dans la justesse. En tout cas, quand j'échange avec elle, c'est tellement évident que je suis un peu déstabilisée. Parce qu'il y a mon cerveau qui essaie de comprendre ce qui se passe et du coup il n'arrive pas. Mais bon, j'essaie d'être en abstraction avec tout ça. J'ai la sensation que ça se passe à notre niveau tout ça, même si bien sûr il y a la partie physique. Et je sais qu'il y a quelque chose avec cette femme que c'est à suivre en fait. Et donc l'après-midi, effectivement, nous nous rendons au jeu de questions-réponses, la fin de la conférence. Et là, moi j'ai été marqué par l'intervention d'un théologien, un jeune homme, je dirais une 30-35 ans,
qui arrivait avec la vision de l'Église, donc de l'Église catholique, sur les débats du matin, notamment sur la science, la physique quantique et puis l'expérience de Laurence. Alors moi j'ai noté un discours très dans le mental, très dans le... pas dans l'expérience, comme tu l'avais justement dit, un discours très théorique en fait, finalement, et plutôt coupé du cœur. Un discours coupé, voilà, avec effectivement beaucoup de connaissances. Très passionné. Oui, beaucoup de connaissances, beaucoup d'énergie, certes, des siècles de connaissances, d'histoire, parce que bon, c'est des gens très érudits, ces frères. Et en même temps, le discours n'arrivait pas à rentrer à l'intérieur de mon corps. Et il passait à côté. Et bon, voilà, c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait pourquoi ce discours-là, à côté de la grotte de Marie-Madeleine, par rapport à ce que m'avait dit le prêtre à midi, j'ai commencé à comprendre en fait le jeu qui commençait en fait, je voyais les personnages de la pièce de théâtre arriver les uns après les autres, en me disant, ok, en fait, Marie, Madeleine et Jésus ont vécu quelque chose qui a été tu pendant des siècles. Tu au sens terre, et presque tué aussi, tué dans l'œuf. Comme si cette expérience qu'ils ont vécue, en fait, il y a l'histoire, il y a la Bible, il y a tout ce qui explique la Bible, mais en fait, tout ça est expliqué au mental. Et finalement, par exemple, on va expliquer dans la Bible que Jésus guérit avec ses mains, mais c'est très factuel, c'est comme une photo. Il me manque un élément de compréhension à chaque fois. Un élément qui peut être émotionnel, de l'ordre du ressenti. Et donc après ce discours théologique, on est rentré dans un débat de jeu questions-réponses avec le public, où scientifiques, théologiens et Laurence, plutôt journaliste, avec un œil de journaliste expérimentatrice, essayaient de répondre en fait aux interrogations des spectateurs. Et il y a eu plusieurs types de réponses. Comment toi, tu as vécu ce moment, Sheila? La partie question-réponse, tu dis? Alors, la partie, en fait, oui, comment tu as vécu effectivement La partie la théologique. partie théologique et ensuite le jeu de questions-réponses? Dans la partie théologique, je trouvais qu'il était très passionné du sujet. Il avait beaucoup de compétences, de connaissances en fait, mais qu'il manquait l'expérience directe de ce qu'il était en train de partager. Et que du coup, en fonction de si tu as fait l'expérience ou pas, tu ne transmets pas la même chose. Et du coup, ça n'arrivait pas jusqu'à moi ce qu'il disait parce que ça restait mental. Donc ça ne pouvait pas s'intégrer complètement dans ma vision du monde. Et j'arrivais pas à vraiment comprendre où il voulait en venir parce que ça restait pour moi ça restait très, très théorique, très intellectuel. Intéressant certes, mais c'est pas les genres d'informations ou je sais pas si c'est la façon dans laquelle elle est transmise, mais en tout cas ce qui était clair pour moi c'est que il parlait des théories, mais qu'il n'avait pas fait expérience directe et que c'était une analyse externe de quelque chose, voilà, de sa vision du monde. Donc j'ai eu du mal à suivre son intervention, j'arrivais pas à m'intéresser. Donc je n'ai pas forcé. Après, il y avait des termes avec lesquels je n'étais pas en résonance, comme l'élévation spirituelle, comment s'élever, comment
la matière elle est pauvre, et le divin il est riche. Je suis pas en face avec ces. Il y avait des concepts avec lesquels je n'étais pas en résonance. Et donc ça m'empêchait de créer une alliance. J'ai noté au cours de sa conférence tout ce qui pour moi résonnait comme des croyances, ou de l'ordre de la croyance ou de la foi. La différence des fois entre les deux est mince. Et je me suis mis à me questionner sur l'intention, et nous avons partagé là-dessus, sur l'intention de la création de la religion catholique. Et qu'est-ce qui s'était passé finalement entre la mort de Jésus, de Marie-Madeleine, et la création de la religion catholique. Et tu m'as partagé quelque chose qui m'a éclairé à ce moment-là, mais je ne me rappelle plus. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une vision, c'est vrai que le terme élévation vibratoire, élévation spirituelle, ça c'est des termes qui pour moi sont des croyances. Et en fait comme si notre société, on dit qu'elle est dans les chakras du haut, les sociétés orientales plutôt dans les chakras du bas, comme si en fait c'était une quête infinie vers le haut, et qu'elle nous empêchait d'aller des fois dans la matière. Et dans la création et l'intention de la création catholique, qu'est-ce que tu... Enfin, je n'es pas obligé de partir là-dedans, mais qu'est-ce que toi tu as retenu de notre conversation? Déjà, il faut savoir que c'est nous qui créons cette réalité. On est la conscience de la planète Terre, on est tous focalisés ici et nous faisons partie des particules quantiques qui créent la réalité de cette planète. Donc cette religion, c'est nous qui l'avons créée. Après, on n'est peut-être pas des intervenants dans la matière directe, mais on l'a créée par une intention, un besoin, voilà. Et donc, il y avait un but à ce moment-là, cette religion telle qu'elle était à l'époque, parce qu'elle a évolué. Déjà, tu vois qu'aujourd'hui, avoir dans une... qu'il fasse des réunions où on parle du quantique, c'est déjà quelque chose. Donc, au moment où elle a été créée, cette religion, où nous l'avons créée, elle répondait aux besoins qu'on avait à l'époque par rapport à notre degré de conscience. Donc, la critiquer, ça serait... il faut se regarder dans une glace. Elle correspondait à ce qu'on était. À un besoin. À ce moment-là. Donc, en fait... il faut savoir que l'intention elle est toujours bonne parce qu'on part on pense qu'on a besoin d'une certaine chose, donc l'intention elle est bonne parce qu'on recherche des assouvir, on dit, je sais pas comment on dit ça en français, mais de donner du sens, tu veux dire? De réaliser un besoin, un vœu. Et donc là, à cette époque, l'idée c'était de pérenniser, on va dire, les enseignements qui ont été transmis, sauf que tout le monde n'avait pas les degrés de conscience du Christ. Et le Christ, il le savait tellement bien qu'il a parlé en chinois à la limite. Il a utilisé plein de paraboles pour expliquer des choses il a parlé... Il est passé par la symbolique, en fait, pour parler avec les gens. Il est passé par l'inconscient pour essayer de débroussailler tout ça. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la capacité de comprendre la puissance et la profondeur de l'enseignement. Et donc, pour moi, c'est parti de là. Et c'est après, ça a été tergiversé. Ça a été tergiversé par nous, par les degrés de conscience qu'on avait à l'époque. Et... Qu'est-ce que tu penses du fait, alors comme écrit dans l'évangile, au commencement était le Verbe, on parle de parole du Christ, la parole vivante, on parle de... Après il y a eu l'écriture de la Bible. Quelle influence a eu l'écriture sur cette transmission de savoir énergétique et de transmission de savoir de connaissance de Jésus-Christ? Je pense que dans l'écriture, déjà, il y a une déformation. Parce que
c'est pas comme si c'était les Christ qui avait écrit dans l'instantané ce qu'il recevait. Et donc, entre les moments qu'il disait quelque chose et les moments que c'était écrit, il y avait déjà une déformation. Et il faut savoir que tout ce que tu reçois, il a ton empreinte. Donc il y a aussi l'empreinte, c'est pas purement le Christ ce qui est écrit. Il y a ce qu'il a dit, comment ça a été interprété, plus l'empreinte en fonction du degré de conscience qu'avait la personne qui est en train de l'écrire. Et donc déjà là-dedans, on va dire il y a pas mal de choses qui se sont perdues en fait dans la transcription. Donc, mais après, je pars du fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hasard. Et si ça a été écrit, c'est parce que ça devait. On a dû faire le vœu aussi qu'il y ait quelque chose de tangible sur lequel on puisse s'appuyer pour aller chercher ce qu'on recherche depuis toujours, qui nous sommes, le bonheur, la joie, etc. Et ça se fait comme ça, mais pour moi, dire aujourd'hui que la Bible est la transcription parfaite, non, je dirais non. Il y a de nombreuses interprétations différentes de la Bible. Après, il y a des mots qui ne changent pas d'interprétation puisqu'ils n'ont jamais été traduits comme Amen, Alléluia, pour garder l'énergie initiale du mot. Amen qui veut dire ainsi soit-il, finalement, j'essaie de le traduire, mais il vaut mieux pas. Le mot Amen, on peut le retrouver dans beaucoup de pratiques, d'ailleurs pas que religieuses. Et pour revenir à cette conférence, donc après ce jeu de questions-réponses et puis la fin de cette conférence, dans quel état d'esprit et qu'est-ce que tu as ressenti pour cette fin de conférence? Comment t'étais? À la fin de la conférence, je commence à être fatiguée parce que il y a ce qui s'est passé dans la grotte, il y a tout ça. En fait, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps, en fait. Il y a comme un truc. Et que mon corps est sollicité par son intériorité. Et que j'ai une qualité de présence qui n'est pas terrible. Tu continues à t'enfoncer dans la grotte. Et du coup, par contre, je sais qu'à la fin de la conférence, il faut que j'aille aborder Laurence, que je lui dis que je lui ai envoyé un message. Chose que j'ai fait et que je lui explique pourquoi je l'aborde. Je lui dis c'était important de faire cette prise de contact et quand je prononce ces mots, je ne sais pas ce que ça fait en elle. Ça fait comme une espèce de synchronicité, ça a ouvert quelque chose en elle, je l'ai vu. Je ne saurais pas dire quoi. Non mais c'est rien. Allez-y. Et donc voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas clair pour moi. J'ai senti un regard d'enfant chez elle. Je dis ça pourquoi? Parce que là où on est actuellement, au pied d'une cascade, il y a des enfants qui viennent de passer. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard, puisqu'on est dans le... J'ai senti en fait... Et moi, je lui ai posé une question pour sa dédicace de livre, c'est quel était le chemin le plus court vers le cœur pour elle? Les enfants. Les enfants. Et moi, tout au long de la conférence, ce qui m'animait, c'est comment on trouve le chemin vers le cœur. Comment on se réconcilie avec son cœur. Comment le scientifique, le théologien et le journaliste vont nous réconcilier avec le cœur. Parce que le cœur, on en parle dans la Bible. On en parle, on dit qu'il faut faire les choses avec le cœur, mais c'est dit avec le mental. Les scientifiques commencent à nous dire qu'il y a des neurones dans le cœur, qu'il y a un champ électromagnétique intense. Certains journalistes vont nous dire qu'il y a des ressentis, mais le ressenti, c'est quoi ressentir quelque chose dans le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les signes? C'est quoi pour toi, Sheila, le chemin vers le cœur et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, pour moi, le chemin vers le cœur, c'est retourner à l'amour. Et l'amour, on ne met pas tous la même chose derrière. C'est retourner à son état, ce que j'appelle son état de base, à sa nature véritable.
Et pour tout le monde, c'est pas la même route, par contre. Mm. Depuis mon expérience, c'est pas la même route pour tout le monde. J'ai eu des enfants où j'ai pas trouvé les chemins de cœur une fois que j'ai accouché. Et je l'ai trouvé autrement. Et ça dépend de l'histoire, beaucoup de choses, de l'expérience qu'on est venu faire. Et le chemin du cœur, c'est... pour moi, il y a quelque chose qui se passe à cet emplacement. Pour moi, c'est un sas. Et je pense qu'on parle du cœur, mais c'est que c'est... Je dis beaucoup ce mot dans ce podcast, mais bon, c'est que c'est symbolique, mais c'est l'emplacement. C'est comme si à cet endroit, il y avait une jonction, quelque chose, et que c'est comme si c'était la porte avec... les vases communiquant avec ce que nous sommes vraiment, en fait. Il y a un truc là. C'est une porte d'entrée pour toi? C'est pas une porte d'entrée, c'est... je sais pas comment expliquer. Tu as dit un sas, donc c'est un point de liaison. Ouais. Et tu le situerais au niveau de l'organe même du cœur ou? Non. T'as vu la photo du Christ, tu as un cœur en feu? C'est au milieu, non? Ouais. Je le situerai là. Mais d'ailleurs, le cœur, il n'est pas en fait à gauche, il est quasiment au milieu. Il est quasiment au milieu, vers le plexus solaire. Ouais. Effectivement. Je les mettrai là, en fait. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que ça rejoint les neurones, le champ électromagnétique et le. Et comment toi tu vois? Comment tu pourrais, oui, comment je les situerai exactement là. Oui. Et comment tu penses qu'on peut émettre une intention à partir du cœur quand on réalise quelque chose dans la vie? Alors c'est chaud parce que tu dis comment je pense qu'on peut mettre une intention. C'est comment... Comment tu ressens? En fait, c'est intéressant parce que je me rends compte que quand je mets une intention, elle part d'ici. Elle part d'où d'ici? Elle part pas de la tête, elle part du centre de la poitrine. Ouais. Et je ressens que je mets un chant. Je ressens qu'il y a quelque chose qui sort, qui s'émane, on va dire, de cet endroit. Tu dirais que c'est quantique? Je n'ai pas forcément c'est quantique. Je dirais que c'est... Est-ce que tu dirais que la quantique est une explication possible de cette... Est-ce que tu verrais ça comme une émission de photons par exemple, ou d'énergie, ou alors plutôt comme un ressenti intérieur? Je n'entrerai pas là-dedans parce que franchement, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Je peux parler que de ce que je ressens, et ce que je ressens, c'est vraiment une émanation énergétique. Et limite, c'est comme je vois des rayons qui sortent en fait. Okay. Mais après, est-ce que c'est des photons, est-ce que c'est des... je aucune idée. Ok. Tu ressens, on va dire, et visualises presque quelque chose. Un truc comme ça. On va rester là-dessus pour j'appellerais ça comment on pourrait appeler ce paragraphe là,